Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour et bienvenue à tous nos chers amis. Bienvenue à cette présentation Facebook. C'est une présentation qui sera en replay sur la page de JMTV+, la page YouTube. Donc, vous pouvez la retrouver sur YouTube JMTV+. Vous pouvez également la retrouver sur le site web de Jackie Moifo, tvplus.com, jmtvplus.com. C'est une présentation qui a trait à l'industrialisation de la région de l'Ouest. C'est une présentation au cours de laquelle je me permets d'abord de remercier tous ceux qui ont participé précédemment au live précédent. J'ai reçu beaucoup de messages, beaucoup de messages. Je vais d'ailleurs profiter aujourd'hui pour les poster. J'ai reçu beaucoup de vidéos de Camerounais résidant au Japon, de Camerounais résidant en Afrique du Sud. Il y en a tellement. Et je leur ai promis de poster. Soyez patients, je vais les poster une par une. Ça va se faire progressivement, ça va se faire petit à petit. Je vous remercie beaucoup pour cela. J'ai reçu beaucoup d'appels de Camerounais vivant en France, vivant en Allemagne, vivant au Cameroun, qui sont des chefs d'entreprise, qui sont des banquiers, qui sont des étudiants, qui sont des hommes d'affaires de Camerounais travaillant au Japon, résidant aux États-Unis ou ailleurs, et qui m'ont vraiment exprimé leurs encouragements pour tout ce que nous faisons. Je suis vraiment très touché par les mots, la sympathie que vous avez manifestée pour ce que nous faisons. Il faut savoir que ce que nous le faisons gratuitement, mais nous le faisons pour le développement de la région de l'Ouest. Surtout, nous le faisons pas par défiance, mais nous le faisons parce que nous pensons que si comme je l'ai toujours dit, si la région de l'Ouest se développe, les gens viendront aussi d'ailleurs, chercher de l'emploi. Cette région donnera aussi plus d'impôts à l'État. Ce ne sera pas seulement le littoral ou le centre qui vont supporter la contribution au budget en termes de recettes au budget de l'État. Ça permettra aussi que les Camerounais d'ailleurs, si on peut dire, autres qui ne sont pas natifs de la région de l'Ouest, puissent aussi venir trouver le bonheur dans la région de l'Ouest et exercer l'activité. Ça favorisera une bonne intégration nationale. Donc, ce n'est pas un travail que nous faisons par défiance. C'est pour cela qu'avant de commencer le live principal, j'ai tenu à faire celui-ci. Celui-ci qui est un live ou une présentation où je voulais expliquer la nécessité ou l'importance de mener un brainstorm. C'est un live qui ne sera pas très long, mais je voulais expliquer la nécessité ou l'importance de mener un brainstorm pour le développement de la région de l'Ouest. Ce que j'aimerais dire, là, je m'adresse à tous les enfants natifs de la région de l'Ouest. Je m'adresse aussi à tous les élites de la région de l'Ouest, quelle que soit leur sensibilité politique, parce que pour une présentation comme celle-ci, la politique n'a rien à voir là-dedans. Nous sommes d'abord tous les enfants de la région de l'Ouest, avec notre cordon ombilical coupé et enterré dans la région de l'Ouest. Donc, à un moment, nous devons nous retrouver pour pouvoir développer notre région. Donc, je m'adresse à tous nos parents, tous nos élites, pour leur dire, voilà, il est temps pour nous de construire notre région. Et pour que nous puissions construire notre région, un seul paquet, comme on dit chez nous, une seule main ne peut pas attacher un paquet, comme on dit chez nous. Un fagot de bois, généralement, on ne peut pas attacher ça avec une seule main. Il faut plusieurs mains pour attacher un fagot de bois. Donc, pour que cela soit possible, nous menons une réflexion. Parce que les Américains, c'est eux qui ont très bien compris ça. Il est difficile, extrêmement difficile, de travailler et de diriger et de réfléchir en même temps. C'est pour ça que chez eux, d'un côté, vous avez les think tanks ou les cercles de réflexion, ou des intellectuels, des cadres à la retraite, des cadres en activité, ou des citoyens lambda qui ont des idées, peuvent faire des propositions, d'un côté. Et de l'autre, vous avez également les gens qui dirigent, donc qui sont dans le feu de l'action. Et notre travail va consister non pas à s'immiscer dans la polémique, mais notre travail va consister à poursuivre la réflexion pour que chaque personne native de la région de l'Ouest ou intéressée par la région de l'Ouest, par exemple, si vous êtes marié à une fille ou à un fils de la région de l'Ouest,
que chacune de ces personnes-là puisse repartir dans notre région et voir la possibilité d'investir dans notre région. Et pour cela, nous allons délivrer un certain nombre de clés, étape à étape, pour que les gens puissent comprendre. Nous allons prendre des exemples, ce qu'on appelle un brainstorm. Nous avons commencé déjà la dernière fois, en démontrant que, voilà, pour que nous nous industrialisons, nous avons un grand marché à côté qui est le marché du Nigeria. Nous allons réfléchir comment on fait pour pénétrer ce marché-là. Mais les clés pour comprendre, simplement, il faudrait que nous comprenions les uns les autres, chers frères ressortissants de la région de l'Ouest, qu'au cours de ce live-là, nous allons travailler pour expliquer d'abord ici au grand public, en parlant au grand public, pour que chaque personne puisse comprendre, chaque personne qui est ressortissant de la région de l'Ouest. Parce que moi, j'ai vu des gens vraiment qui m'ont appelé en me disant « Ah oui, tu as fait ce live-là, je l'ai regardé 20 fois. » Je dis « Mais 20 fois? Il ne faut pas en rajouter. » Il me dit « Si, tu prends n'importe quelle minute de cette présentation et tu me dis la minute et je te dis ce que tu étais en train de dire. » Vraiment, la dame m'a impressionné au téléphone. J'ai dit 20e minute, elle me dit tu as parlé de ceci. J'ai dit 18e minute, elle me dit tu as parlé de ceci. 37e minute, elle me dit tu as parlé de ceci. Donc, ça veut dire que c'est des présentations qui intéressent les gens. Nous allons les faire de 2 manières, ou de 3 manières, je dirais. La première manière, nous allons faire des présentations ici sur Facebook, qui est une présentation qui est ouverte au grand public, hein, à tous ceux natifs de la région de l'Ouest ou pas. Parce que ce que nous disons aussi peut inspirer des gens qui viennent de d'autres régions. D'ailleurs, il y a quelques temps, au Cameroun, on ne parlait pas du tout de port sec. À partir du moment où nous avons expliqué qu'il y a la nécessité de construire un port sec à Sanchou, on a vu commencer à sortir l'idée d'un port sec dans la Léquier, on a vu l'idée d'un port sec dans la Haute-Sanaga, hein, pour connecter, prendre le chemin de fer, profiter de l'avantage compétitif du chemin de fer au niveau de Nangaïboko, dans la Haute-Sanaga. On voit aujourd'hui émerger l'idée d'un port sec en Ngaoundéré. Et la dernière que j'ai entendue, c'était l'idée d'un port sec à l'est, ça veut dire à la frontière avec la République centrafricaine, pour que les centrafricains puissent venir sortir les marchandises à côté. Donc, vous comprenez que c'est quelque chose d'assez important, hein, de très important même. Et donc, nous allons travailler dessus. Nous allons travailler dessus en vous expliquant l'importance d'investir, continuant en expliquant les clés pour comprendre l'industrialisation de la région de l'Ouest, qui est possible. Voilà, on va expliquer les clés pour comprendre. Première chose, l'audience. À qui est-ce que nous allons nous adresser? Nous allons nous adresser à 3 catégories de personnes. 3. Première chose, nous allons nous adresser au grand public, c'est-à-dire toutes les personnes qui sont originaires de la région de l'Ouest. J'appelle ça le grand public, ou bien toutes les personnes qui sont camerounais. Pour qu'eux comprennent que si demain, ils voient le processus d'industrialisation de l'Ouest se lancer, que cela ne soit pas un sujet de polémique, mais que ce soit constitué comme, que cela soit considéré comme la volonté des ressortissants d'une région de pouvoir impulser le développement dans cette région. Deuxième audience, c'est ce que j'appelle les élites. Non, les élites, voilà, les élites de la région de l'Ouest. Les élites, ça veut dire nos hommes d'affaires, nos hauts fonctionnaires qui sont originaires de la région de l'Ouest, parce que les élites ont joué un rôle très déterminant dans le développement de la région de l'Ouest. En termes d'école, en termes de moi, vous avez vu l'hommage que l'autre jour j'ai rendu à un de mes oncles qui décédait, Tane Foti Pierre, qui fut député à l'Assemblée nationale. C'est des gens qui décèdent tôt, à 70 ans, parce qu'ils ont malmené leur corps en travaillant très dur pour que les écoles sortent de terre, pour que les enfants rentrent dans... Moi, je l'ai accompagné une fois pendant 2 semaines à sillonner tout le département de Bamboutos pour s'assurer qu'avant la rentrée, il y ait le paquet minimum dans toutes les écoles. Mais je peux vous dire que moi, ça m'a endommagé la santé parce que vous montez des collines avec la voiture, mais quand vous rentrez à la maison, vous tombez pratiquement malade. Vous ingurgitez la poussière, vous buvez une eau qui... C'est dur. Donc, c'est les gens qui ont beaucoup travaillé, nos élites, pour qu'on ait les écoles primaires, pour que les enfants rentrent dans les écoles, pour que les enfants aient le paquet minimum, pour que les enfants issus des familles démunies aient les cahiers. Hein. Moi, j'ai d'ailleurs rendu aussi hommage à Nchinda Jonas, qui à l'époque, il travaillait à la douane,
avait créé une fondation avec Ngagne Djoumessi, je me rappelle très bien dans les Bamboutos, et il remettait les cahiers, les bourses, avec M. Méli-Pierre qui a une entreprise de BTP, il remettait les cahiers, les bourses scolaires aux enfants. C'est-à-dire qu'à la rentrée scolaire, les enfants des familles démunies avaient 100 000 francs et un cartable avec tous les cahiers et tous les livres. Donc, on ne peut pas parler de développement aujourd'hui dans la région de l'Ouest ou d'investissement en ignorant ces élites-là. Donc, ma présentation s'adresse d'abord aux élites. Ça peut être des hauts fonctionnaires, ça peut être des chefs d'entreprise, ça peut être des fonctionnaires, ça peut être des personnes qui ont une ONG, bref, toutes les personnes, nous savons ce qu'on appelle à l'Ouest élite, impliquées dans le développement d'un village, d'un groupement, d'un canton, d'un arrondissement, d'un département. Bonjour, chef, grand frère Panboukam. Donc, tous ces élites-là sont concernés par les présentations. Donc, à ce titre-là, je le dis ici solennellement, s'il y a des élites, vous êtes un cercle des élites d'un département, d'un village, d'un groupement, etc., etc., président du comité de développement, membre du comité de développement, président des groupes de tontine, de cercle du 30, cercle du 5, etc., etc. Si vous avez des préoccupations pour comprendre comment on peut faire pour industrialiser la région de l'Ouest en termes de financement, en termes de construction d'usines, en termes de débouchés, en termes de tout ce que vous voulez, de recherche d'ingénieurs, de partenariat, tout ça. Si vous m'invitez individuellement, c'est non. Mais si vous m'invitez en groupe, dans une conversation Zoom, par exemple, ou StreamYard, par exemple, je suis heureux de répondre favorablement à votre invitation. Et je le fais gratuitement, ce n'est pas payant. Toute élite de l'Ouest, que ce soit les gens qui vivent à l'Ouest, que ce soit les gens qui vivent à Yaoundé, à Douala, mais à partir ils sont élites de l'Ouest. Ça veut dire que si les élites ressortissant du comité de développement des Bamboutos, aux émergence 2030 par exemple, m'appellent, je viens. Même s'ils sont tous du RDPC, je viens. Parce qu'il est temps de partager ce que nous savons. Si c'est les élites ressortissants de la Ménoire qui m'invitent, je viens. Si c'est le cercle des femmes d'affaires de Onkam ou de Bana ou de Banja qui m'invite, je viens. Il suffit qu'on planifie ça. Après, je viens pour qu'on partage ensemble. Vous posez des questions, je répondrai à toutes vos questions. Si la discussion prend 4 heures de temps, je prendrai les 4 heures de temps pour répondre à vos questions point par point. C'est aussi pour ça que les parents ont fait des sacrifices pour nous envoyer étudier à l'étranger. C'est pour que nous soyons à mesure de pouvoir répondre à leurs préoccupations et leur apporter les solutions. On voit très bien aujourd'hui que si nous commençons à attendre l'administration, on attendra très longtemps. D'ailleurs, on voit très bien que dans nos villages à l'ouest, si on avait attendu l'administration, on serait encore comme au niveau de l'extrême nord. Donc, j'ai bien dit, le grand public, les élites. Ensuite, donc, les élites aussi, ça comprend les notabilités traditionnelles, hein, ça comprend ces gens. Ensuite, il y a les élus et l'appareil administratif. Ça veut dire que si dans la région de l'Ouest, par exemple, les élus donc locaux, c'est-à-dire que le maire d'une ville, le maire de Mbouda me dit, voilà, comment est-ce qu'on peut industrialiser la ville de Mbouda? Nous voulons avoir quelqu'un qui vient nous faire une présentation PowerPoint de 1 heure. Et après la présentation PowerPoint de 1 heure, nous allons lui poser des questions sur tout ce qu'il a. Toutes nos questions, toutes les questions, sur le CFA, sur le financement, sur toute la règlement, tout. À la rigueur, même vous donnez les questions avant, je fais déjà les recherches. Et s'il y a des questions quand je n'ai pas de réponse, j'enregistre les questions et je fais les recherches pour vous. Donc, je suis disponible, vous mettez une conversation Zoom, je viens dans votre conseil municipal, je vous explique ce que je sais. Je vous explique ce que je sais. Je vous aide à comprendre, je vous donne les clés à comprendre. Je vous envoie même les documents, les lectures. Je vous envoie comment ça s'est fait ailleurs, comment monter une zone industrielle, comment construire une zone d'activité commerciale, comment faire de l'énergie sans se connecter, par exemple, en faisant des micro-barrages. Et je vous mets en contact avec les gens dans le monde qui peuvent vous aider. Donc, il est temps aussi que maintenant les élus, les maires, les conseillers municipaux, vous êtes des élus, je suis prêt à dialoguer avec vous, totalement gratuit, totally free. Ensuite, il y a parce qu'on ne peut pas tout dire dans les lives comme ça là, hélas, malheureusement. On ne peut pas tout mettre sur la place publique. Hein? Mais dans un échange privé, je suis prêt à vous le dire. Ensuite, il y a les fonctionnaires.
Je considère qu'un fonctionnaire qui travaille dans l'administration, dans la région de l'Ouest, par exemple, si un fonctionnaire est délégué départemental, sous-préfet, tout ce que vous voulez, et s'il a l'intention de faire quelque chose et qu'il n'a pas une certaine expertise, et si cette expertise-là relève de mon domaine, moi je suis prêt à travailler avec lui pour qu'on trouve la solution pour qu'il puisse remplir son contrat de manière honorable, en lui apportant des idées, en apportant l'expertise. Je dis encore totalement gratuit, ça veut dire que s'il me dit voilà, nous sommes sur un projet, nous voulons faire, pas je veux faire moi là, c'est pas moi là. Mais s'il dit je suis le sous-préfet, dans mon arrondissement, je voudrais que travailler avec le maire et son conseil municipal pour qu'on puisse mettre en place une zone industrielle de 10 hectares sur lequel il y aura 20 parcelles où on peut installer des petites industries. Je suis prêt à travailler avec vous la réflexion, à vous expliquer d'abord beaucoup de choses pour que vous compreniez le projet et vous expliquer les étapes et vous dire voilà les acteurs avec qui vous pouvez travailler pour que le projet aboutisse rapidement. Je vous donne les clés pour pouvoir y arriver. Donc c'est important. C'est important, c'est très important. Il faut que nos élus dans la région de l'Ouest comprennent ça. Et en même temps, je suis prêt à me battre pour faire venir certains enfants de la région de l'Ouest qui, comme moi, peuvent venir aussi dans des conversations, des présentations ou autres, vous expliquer exactement en quoi cela consiste et comment on fait pour y arriver. Donc, c'est important. Ne pensez pas que vous êtes seul. Hein. Aujourd'hui, vous avez vos enfants. Bonjour, puis chéri Kamge. Paul Fabricant. Paul Fabricant, contacte-moi inbox. Attends, je te réponds. Contacte-moi inbox. Voilà. Voilà. J'ai répondu à mon cher frère là. Contacte-moi inbox. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, on va vous expliquer bien exactement. Je dis bien, si vous êtes des élus, en groupe, pas individuellement, en groupe, des élus en groupe, ou bien des fonctionnaires locaux dans le cadre d'un projet collectif. Nous sommes prêts, moi et d'autres, à dérouler l'expertise, à vous expliquer. C'est gratuit pour que vous compreniez, pour que vous puissiez mener à bien le projet. Si au cas où vous aurez besoin de notre assistance ou de notre expertise. Et ensuite, la diaspora, c'est important. Ça veut dire que s'il y a des gens dans la diaspora, des réunions des ressortissants bamileke de tel endroit, bamileke, ou natifs de la région de l'Ouest, je préfère utiliser ça comme ça, ou des grassfields, si vous nous approchez aussi, nous sommes prêts à travailler avec vous pour que les projets aboutissent. Donc, on est à votre disposition. Donc, ça, c'est très important. Et maintenant, j'aimerais dire, c'est pour démontrer d'abord que ce que nous faisons, l'objectif, c'est que cela débouche sur l'industrialisation de la région de l'Ouest. Et qui doit se faire et qui va se faire? Parce que ce que je constate, c'est que les gens sont tellement réactifs dans la région de l'Ouest que dès qu'on met un ballon d'essai en l'air, les gens, ils attrapent tout de suite et ils avancent avec. Donc, ça va se faire. Ensuite, j'aimerais expliquer aussi une chose. Si vous avez les étapes de ce que nous allons faire en fin de compte, je vais vous expliquer. Nous allons essayer d'expliquer parce que, comme m'ont bien dit les gens sur le mur, et je suis bien conscient, même un live, même 2 lives, même 3 lives ne permettraient pas de couvrir l'essentiel du sujet sur quelque chose comme l'industrialisation de la région de l'Ouest. Parce que c'est un sujet qui est tellement vaste. Pour pouvoir résoudre cette situation-là, nous allons diviser le sujet en plusieurs parties pour que les gens puissent comprendre de quoi il s'agit. Et en plusieurs parties, donc on va d'abord parler, j'ai mis ça sur ma page des Manfo, dont les gens peuvent consulter. Nous allons d'abord parler de l'industrialisation de la région de l'Ouest. Quel type d'industrie? Parce qu'il y a plusieurs types d'industries. Vous pouvez faire des grandes industries comme la sidérurgie, l'industrie automobile, la construction navale, l'aéronautique, la fabrication des avions.
Ça, c'est de très grosses industries, très intensifs en capital. Voilà. Nous allons commencer par définir qu'est-ce que l'industrie, qu'est-ce que la manufacture. C'est là de prendre la matière première, de la passer dans les machines, de transformer, donc de créer de la valeur ajoutée et de la ressortir de l'autre côté. Quelque chose qui crée de la valeur. Et nous allons expliquer comment est-ce qu'on crée de la valeur. Comment est-ce qu'on crée de la valeur? Parce qu'on parle, quand je dis industrie, les gens voient seulement la machine. Les services, c'est de l'industrie. Comment on crée de la valeur? Vous avez un building. Le building a des chambres, il est anonyme. C'est un building, c'est de la matière première. Maintenant, si quelqu'un vient, il décore, il arrange le building, il achève, il met en place l'hébergement qui est un service, le pressing qui est un service, la coiffure qui est un service, la restauration qui est un service, la distraction, centre de jeux vidéo, gaming, etc., bowling, etc., la location de voitures, etc., dans un endroit qu'il appelle hôtel 4 étoiles, ou bien résidence de vacances, à partir du moment où il crée de la valeur, parce que le building, qui était un endroit qui ne produisait rien, se retrouve à produire 1, 2, 3 milliards, donc il crée de la valeur ajoutée. C'est de l'industrie. On parle de hospitality industry, l'industrie de l'hospitalité, l'hôtel, etc., etc., etc. Donc on doit parler de ça. Quel type d'industrie? Et les types d'industrie, ça dépend des avantages compétitifs que possède la région de l'Ouest. Qu'est-ce que nous avons comme avantage compétitif? Est-ce que c'est le climat? Est-ce que c'est l'espace? Est-ce que c'est la culture? Est-ce que c'est l'agriculture? Et si on a l'agriculture, comment on convertit ça pour faire de l'alimentaire? Comment on s'insère dans la chaîne de valeur internationale? Hein? Est-ce qu'on fait de l'industrie pour s'insérer dans la chaîne de valeur internationale? Par exemple, si vous décidez aujourd'hui de faire l'industrie automobile, vous vous insérez dans la chaîne de valeur de l'industrie. À quel niveau vous êtes? Est-ce que vous fabriquez des pièces en plastique? Est-ce que vous fabriquez des pièces en aluminium? Est-ce que vous fabriquez des pièces en acier? Est-ce que vous produisez des pneus pour les voitures? À quel niveau vous vous situez? Et qu'est-ce que vous gagnez? Qu'est-ce que vous transformez? Ça, c'est ce que nous allons expliquer. Ensuite, l'industrie de substitution. Nous avons beaucoup d'hommes d'affaires de l'Ouest qui sont que des importateurs de fournitures de bureaux, de cahiers, de boissons, etc., etc., etc. Nous allons expliquer, à partir du vin de palme qui est pilule chez nous à l'Ouest, du vin de raffia, on peut produire quelque chose qui ressemble à un vin en diverses manières. À partir de la banane qui pousse chez nous, on peut produire des liqueurs de diverses couleurs et de divers parfums et goûts qu'on peut exporter dans le monde. Donc, on va expliquer les piliers de l'industrialisation. Quel est le modèle que nous devons adopter qui nous correspond? Ensuite, on va expliquer la nécessité, je l'avais déjà dit, l'importance de faire des méga-industries, des méga-factories. Parce que nous devons avoir des grandes industries. Par exemple, si nous ne contrôlons pas certaines grandes industries, comme le ciment, comme le fer à béton, comme l'asphalte, comme le raffinage de brut, etc., etc., nous allons travailler, créer une richesse qui va repartir rapidement parce que les besoins primaires des populations seront satisfaits par des biens qui ne sont pas fabriqués à l'intérieur, mais à l'extérieur. Ça veut dire que si vous importez du ciment, si vous importez du fer, si vous importez les carreaux, si vous importez le matériel électrique, qui sont des choses que vous utilisez au quotidien, ben, vous travaillez en fait pour nourrir les industriels étrangers. Donc, on va réfléchir sur tout ça. Et on va déjà planter les bases de la réflexion et on va expliquer aux gens après comment est-ce qu'on fait pour financer, pour faire des études, pour acquérir des machines, etc., etc. On va expliquer ça aux personnes. Ce n'est pas quelque chose qui est dur, c'est quelque chose qui est à notre portée. Nous allons expliquer ça aux personnes. Ensuite, nous allons, une fois que nous aurons bien défini quelle est la typologie d'industrie, on va définir quel est le modèle économique que la région de l'Ouest doit utiliser pour lancer son industrialisation. Quel modèle économique la région de l'Ouest doit utiliser pour lancer son industrialisation? Comment lancer son industrialisation? Quelles sont les bases sur lesquelles la région de l'Ouest doit s'appuyer pour lancer son industrialisation? Quelles sont ses forces, mais quelles sont aussi ses faiblesses? Est-ce que ses forces, c'est la jeunesse, sa population? Est-ce que ses forces, c'est les travailleurs? Est-ce que ses forces, c'est sa capacité à attirer les personnes? Nous allons expliquer aux gens la nécessité pour nous de commencer à faire venir les talents étrangers. Ça peut être des Indiens, ça peut être des Chinois, ça peut être des Français, ça peut être des Espagnols, ça peut être des Singapouriens, ça peut être des Sud-Africains. Pour faire un certain nombre de choses dans notre... Un pays ne peut pas se développer s'il n'attire pas des talents étrangers et qu'il les intègre. Voilà. Intégrer, ça veut dire pas ce que je vois les gens faire au sud là,
où ils se suicident de manière collective sur le plan économique. Et intégrer, ça veut dire faire venir les talents. C'est ça qui fait la force de l'Amérique. C'est ça qui fait la force de la Chine. Il y a 200 millions de travailleurs étrangers en Chine. La Chine compte à peu près 600 millions de travailleurs en ce moment. 200 millions, c'est des travailleurs étrangers. Donc, un tiers des travailleurs en Chine, c'est des étrangers. Que ce soit des ingénieurs, des ouvriers qualifiés, etc., c'est des étrangers. Donc, nous devons, si nous voulons nous développer, faire venir des talents, faire venir des personnes compétentes, les intégrer chez nous, les mettre à l'aise. Donc, on va parler de ça. Ensuite, on va parler de la nécessité maintenant de comprendre le rôle de la gouvernance locale. Il n'y aura pas d'industrie à l'ouest si on n'a pas des maires, des conseillers généraux, des conseillers régionaux capables de pouvoir ou de tenir les leviers du développement local. Les zones industrielles, les barrages, les micro-barrages, les centrales solaires, les parcs éoliens, les choses comme ça là pour résoudre la question de l'industrie, pour résoudre la question du logement, pour résoudre la question de la mobilité, hein, les ponts, les télécommunications, surtout résoudre la question des zones industrielles. Comment construire les zones industrielles? Moi, je vais vous expliquer comment on fait ça. Hein, comment on appelle ça commercial real estate. Je vais peut-être parler dans les case studies, mais si par exemple je suis avec dans un conseil municipal à la région de l'Ouest qui m'invite, à ce moment, moi, je vais dérouler un case study, je vais leur montrer comment on fait pour calculer la faisabilité d'un projet, d'une zone industrielle, et comment on fait pour lever les financements, pour boucler ça, comment on vend, comment on retourne l'argent, etc., toutes les données. Je vais faire ça sur Excel, et eux, ils vont voir ça sur un tableau. Et je vais répondre à toutes leurs questions, en français facile, même en patois s'il le faut. Ça, c'est important. Nous devons commencer, c'est que nous devons, voilà, nous devons nous lever, voilà, comme on a vu ici aux États-Unis, à une époque, c'est les économistes qui se sont levés pour dire qu'il faut faire décoller la nette économie. C'est les mêmes économistes qui se lèvent aujourd'hui pour dire qu'il faut faire décoller le green energy. Ça veut dire que l'énergie propre, clean energy, comme on dit. Donc, c'est important. Nous allons travailler là-dessus. Nous allons expliquer bien quel est le rôle que le maire, le conseil général peuvent jouer, la gouvernance locale, l'administration locale peuvent jouer, voilà, pour que ça se débloque rapidement. Parce que vous êtes un maire. Comment vous voulez faire l'industrie, par exemple, si vous êtes le maire de Bayangam, par exemple, vous voulez installer une zone industrielle de 20 hectares à Bayangam. Comment vous voulez faire la zone industrielle? Vous voulez qu'il y ait de l'industrialisation à Bayangam si, par exemple, il n'y a pas une zone industrielle. Vous voulez qu'il y ait de l'industrie à Bayangam s'il n'y a pas une zone industrielle. Comment vous faites ça? Et si vous ne créez même pas un symposium où des économistes peuvent venir réfléchir gratuitement sur qu'est-ce qu'on fait, sans parler de politique, mais simplement dire qu'est-ce qu'on fait, comment on fait ça, qu'est-ce que les autres ont fait, comment ça se fait en Chine. Nous, on peut même faire venir, on peut contacter des ingénieurs américains ici, des gens qui ont fait ça aux États-Unis. Ça, je dis symposium sur Zoom. Nous pouvons aller convaincre des gens qui ont fait des zones industrielles ou bien des directeurs de parcs industriels aux États-Unis. On les amène, on les met là, ils sont les invités. Et de leur bureau, ils font une présentation d'1 heure, vous leur posez des questions pendant 2 heures. Ils répondent en anglais, il y a un traducteur local qui traduit, vous écoutez ce qu'il dit. Et ça permet de voir, le monde marche comme ça. Ne restez pas toujours là au village, vous dites, oh, dès que vous êtes élu, vous mettez l'écharpe, moi je suis bien, oh, le président pour bien vous chanter. Ce n'est pas la manière de préparer l'avenir. Je le dis, c'est pas avec tout le respect que j'ai pour nos élites. Parce que l'avenir, là, la compétition est rude. Entre les Japonais, entre les Chinois, entre les Européens, la compétition est rude. C'est au couteau. Donc, ça dort un peu par chez nous. Et c'est parce que ça dort que nous sommes un peu victimes de quelque chose. Donc, des phrases qui volent et qui nous mettent mal à l'aise. Donc, nous devons commencer à nous réveiller en ce moment. Je ne dis pas que nous dormions, mais nous devons essayer de bouger un peu et profiter de la diaspora qui est là. Vous avez des bons ingénieurs dans la diaspora, vous avez des bons experts dans la diaspora, vous avez le directeur du centre de développement des entreprises à Bruxelles, Georges Corentin Tatepo, qui est responsable de l'industrialisation de l'Europe de l'Est. C'est un Camerounais, enfant de la région de l'Ouest Cameroun. C'est les gens qu'on peut contacter pour qu'ils viennent faire une présentation d'1 heure et répondre aux questions de 2 heures dans un conseil municipal. Est-ce que le rôle du maire, ce n'est pas aussi d'organiser un symposium avec les moyens qu'on a aujourd'hui, un symposium hybride, comme on dit, c'est-à-dire qu'une partie virtuelle, une partie réelle. Il y a des gens qui veulent se déplacer, ceux qui n'ont pas pu se déplacer,
ils s'expriment depuis l'étranger. On peut inviter des étrangers, on peut inviter des gens. Moi, je connais du monde, des responsables de l'industrie à la Chambre de commerce en France. On peut arriver à les convaincre pour qu'ils viennent s'exprimer dans une présentation comme ça. Et ça peut être des présentations qui ont lieu à tous les conseils municipaux. Pour que, par exemple, on réussisse à convaincre le responsable de la Chambre de commerce et de l'industrie de la Wallonie en Belgique, qui viennent vous expliquer en disant, voilà ce que la Wallonie vous propose, voilà ce qu'on vous propose dans le cadre d'un partenariat, voilà ce qu'on peut faire avec vous, voilà ce qu'on peut faire ici. Ça peut être la ville de San Francisco, qui lors du conseil d'administration de la ville de Bouddha dit, voilà ce qu'on peut faire chez nous, voilà ce que nous avons comme opportunité, si vous vous connectez avec nous, voilà ce qu'on peut faire. Il veut dire, bougez un peu, venez vers nous aussi. Hein? Et c'est gratuit, on ne vous demande pas de l'argent. Venez vers nous. On a des réseaux, on connaît du monde qui peuvent travailler avec vous de manière à vous montrer beaucoup de choses. Donc c'est important. Au niveau de la gouvernance locale, c'est déterminant. Parce qu'il faut construire des infrastructures qui entrent dans l'industrie. Les mairies peuvent construire des zones industrielles. Les régions, la région de l'Ouest notamment, peut prendre en main la question de l'industrie, au moins à un niveau d'investissement. Les micro-barrages, les centrales éoliennes, les centrales, les parcs éoliens, les centrales électriques et d'autres types de production d'énergie électrique. Donc ça, nous devons pouvoir le faire. Ensuite, le rôle de l'éducation. Hein, on va expliquer beaucoup de choses. Nous sommes de l'Ouest. Dans notre région, quelle est la place que nous réservons aux ingénieurs désormais? Quelle est la place que nous réservons aux techniciens? Dans un pays comme la Chine, l'ingénieur est roi. L'ingénieur est roi. Quelle est la place que nous réservons aux techniciens? Quelqu'un qui a un DUT, qui maîtrise bien la technique. L'éducation, quel type d'éducation? Comment est-ce qu'on fait l'éducation? Est-ce qu'on continue à enseigner beaucoup de sciences politiques, beaucoup de littérature? Ou bien il est temps qu'on commence à former des gens? Regardez l'Amérique. 70% des Américains qui travaillent n'ont pas le bac. Ou plus du bac. Disons ça comme ça. Et qui ont de très bons emplois, hein, avec 60 000 $, c'est-à-dire 30 millions par mois, par an. Non pas ça. Pourquoi ils n'ont pas? Pour une simple et bonne raison. C'est parce que très tôt, ici à 16 ans, on leur donne la machine. On leur apprend à travailler dans les ateliers. Dans les grandes écoles, les collèges, qu'on appelle comme Technical College, il y a des machines pour apprendre aux gens à travailler, utiliser la machine très tôt. Utiliser la machine pour travailler le bois, utiliser la machine pour travailler le textile, utiliser la machine pour travailler le plastique, utiliser la machine. Ici, ce n'est que la machine. Est-ce que c'est ce qu'on fait chez nous? Non. On prend les gens, les enseigne le droit, les lettres et tout. Et demain, quand ils n'ont pas le travail, ils se retrouvent sur la moto. Donc, il y a l'importance de changer le modèle éducatif. Et avec la décentralisation qui arrive, il va falloir que nous posions ce débat sur la table, que nous puissions poser ce débat sur la table. Qu'au lieu que les élites aillent au village, continuent à rénover éternellement les écoles primaires, qui cassent une école primaire, ils changent ça complètement, ils font un centre de formation pour les métiers, la technique, où on apprend aux gens à souder, on apprend aux gens à faire la tour, et on apprend aux gens à faire la maintenance des machines. Sur les machines, sur des prototypes, et qu'il y ait des ateliers, et qu'il y ait des partenariats ou des ingénieurs qui sont à l'étranger, qui travaillent dans l'automobile, l'aéronautique, tout ça. Quand ils sont en vacances au pays, ils partent là-bas, ils passent même 2 semaines pour expliquer beaucoup de choses aux gens. Le rôle de l'éducation. Voilà, c'est pour ça que vous avez vu, par exemple, moi j'ai soutenu un projet comme le projet de Vincent Kitio à Bouddha, à Bangang, qui a ouvert une école d'ingénieurs à Bangang pour former des gens dans les... Lui-même, il a dit, l'agriculture bio, l'industrie, la construction, les énergies renouvelables, etc. Et ce n'est pas l'école au tableau théorique, non. C'est les ateliers. Les enfants viennent, ils font 1 jour d'école théorique et le reste de la semaine, 1 ou 2 jours et le reste de 4 jours dans la semaine, ils sont dans les ateliers pour travailler. On leur montre comment fabriquer des prototypes, comment régler des machines, comment démonter une machine, la remonter, la nettoyer, etc. Les ateliers. Quand il fait 3 ans, il sort de là, il va faire une année de stage pour exploser dans l'entreprise. Il sort de là, il est bon, il est opérationnel. S'il ne trouve pas du travail, on lui donne le matériel, il crée sa propre entreprise. Donc l'importance de l'éducation, le financement. Je vous expliquerai beaucoup tout ce qu'il y a avec le financement. Le financement des trucs. Vous verrez que la région de l'Ouest, mieux que les autres régions, a tout le financement nécessaire. Tout le financement. Simplement, elle n'a pas bien structuré ça et les véhicules par lesquels passent les capitaux,
passe l'argent pour aller financer l'industrie ne sont pas mis en place. Tant que ces véhicules-là ne sont pas mis en place, on ne peut pas financer l'industrie. Donc, je vais expliquer comment est-ce qu'on fait pour pouvoir financer l'industrie. Voilà, les banques commerciales n'ont jamais financé l'industrie nulle part au monde. D'ailleurs, nos parents, les Kadji, les Fosso, les Soins, les Tchankepierre, à l'époque, ils avaient compris ça très tôt. C'est pour ça qu'ils se sont mis à faire autre chose que ce qu'on fait en ce moment. Donc, moi, je vais expliquer bien comment est-ce qu'on fait le financement de l'industrie. Parce que l'industrie, ça demande, c'est les cycles longs. Je vais expliquer les coefficients de facteurs, etc., etc. C'est des trucs très techniques, mais je vais simplifier pour que les gens puissent bien comprendre de quoi il s'agit. Ensuite, nous allons parler d'autres choses. Nous allons parler du rôle de la diaspora, l'apport de la diaspora, apport en capitaux, apport en ressources humaines, apport en savoir-faire, transfert de technologies, etc. Je vais parler du rôle de la diaspora, qui est un rôle clé. Je vais parler de l'aptitude de la diaspora à pouvoir investir localement. Le management de l'entreprise a changé aujourd'hui avec les nouvelles technologies. Je peux parfaitement créer 4 entreprises au Cameroun et les gérer depuis Chicago. Je peux, il y a tout ce qu'il faut pour faire ça. Donc, ça va, on va parler de ça. Ensuite, on va parler des délocalisations. Comment la région de l'Ouest peut attirer les délocalisations? Oui, elle peut attirer des délocalisations. Les délocalisations déjà de ces enfants qui n'ont pas assez d'espace à Douala, Yaoundé pour faire de l'industrie, qui peuvent revenir dans la région de l'Ouest et produire et se retourner vers le marché du Nigeria. Les délocalisations en provenance du géant nigérian, où à Lagos aujourd'hui le mètre carré de terrain est devenu vraiment explosif. Les délocalisations en provenance des pays comme la Chine, c'est important. Les délocalisations en provenance d'Europe, comment nous pouvons déjà attirer les délocalisations? Qu'est-ce que c'est que les délocalisations? Comment on attire les délocalisations? Comment on fait? Et là, le port de Bakassi va beaucoup nous aider. Il suffit de mettre un port sec à Sanchou, je l'ai toujours dit, et de mettre un autoroute qui connecte le cœur de la région de l'Ouest à Bafoussam, hein, et en passant par Sanchou, Bafam, Bafoussam, et qui le connecte au port de Bakassi, parce que ça va être un port qui va nous permettre de réaliser des économies d'échelle et d'être compétitifs, d'augmenter le working capital. Donc, je vais expliquer tout ça. Je prendrai des exemples pour que les gens puissent comprendre. Donc, vous voyez bien que nous avons à venir beaucoup de choses. Nous allons parler de beaucoup de choses. Une fois que nous aurons parlé de l'industrialisation, du financement, etc., tout, on va faire une pause parce qu'on va parler de ça, de tout. Il y a peut-être 40 sujets. On va parler peut-être de 8 ou une dizaine. On fait une pause. On va revenir sur le désenclavement, le port sec de Sanchou. Et on va reparler de désenclavement. Ça veut dire que les aéroports, les autoroutes, etc., on va expliquer comment on peut construire, comment on peut faire, surtout avec la décentralisation qui est annoncée. Et puis, une fois qu'on aura fait ça, on repartira encore sur l'industrialisation. Donc, je voudrais dire que nous avons quelque chose de laborieux qui arrive. Ça va être très laborieux. Vraiment, je demande à chacun d'être plat, voilà, de répondre présent, hein, de participer, d'apporter sa touche, hein, d'apporter sa touche. Je prends les réactions. Bonsoir, Epaine Nyangwa. Paul Fabricant dit, je suis totalement en phase avec vous. Je fais dans un métier qui est la base du développement, mais très peu connu. Voilà. Nous sommes, dit, nos hommes dépassés et du passé là comprennent quoi des défis actuels. Ben, je suis d'accord avec toi qu'ils ne comprennent pas, mais je pense que les choses commencent à bouger. Je pense que les choses commencent à bouger. Hein. Ce n'est plus trop comme avant. Je pense qu'eux aussi commencent à bouger. À partir du moment où on a un discours tendant à stigmatiser les gens, à leur piquer au vif, ils ne peuvent plus toujours continuer à considérer la région de l'Ouest comme étant le grand cimetière de tous les Bamileke. C'est-à-dire que quand quelqu'un meurt, c'est là-bas qu'on va l'enterrer et tout, et tout, et tout. Ce n'est que le cimetière. Et une fois qu'on a enterré, tout le monde s'en va. Non. Je pense que les gens vont commencer à bouger. La perception que les gens vont commencer à bouger, et il y a beaucoup de choses. Nous allons parler de l'immobilier, on va parler de beaucoup de choses. Hein? On sait comment Dubaï s'est développé, on sait comment ça s'est fait, donc on va parler de ça. Non. La seule difficulté que j'ai, c'est le décalage horaire. Donc, après consultation avec les gens, on va pouvoir faire les lives et les gens, ce sera sur la page là, les gens pourront les regarder en replay à tout moment et puis on va faire des séances vidéo pour que le replay se fasse et que les gens puissent regarder. Donc, n'ayez pas d'inquiétude. Voilà. Eric Tapia dit,
Monsieur Yonta, vous avez de bonnes projections pour le développement de l'Ouest du Cameroun. Hélas, Yaoundé bloquera ces projets. Non, Eric Tapia, je comprends parce que c'est une préoccupation qui revient toujours. Eric Tapia, c'est une préoccupation qui revient toujours. Les gens disent, oh non, c'est bien tout ce que vous dites là, mais Yaoundé bloquera. Ben, je ne pense pas. Yaoundé n'a pas bloqué le fait que les blocages, ce n'est pas Yaoundé. Hein. Je l'ai dit encore l'autre jour. Là, c'est bien, merci pour ta question, Eric Tapia. Je l'ai dit encore l'autre jour et je le redis aux enfants bamileke, aux enfants natifs de la région de l'Ouest. L'industrialisation d'un pays dépend à maximum 10%, entre 5 et 10% de l'État. Aujourd'hui, avec les données de l'économie, avec la manière dont l'économie se porte dans le monde, avec le fait que l'État ne contrôle plus certains leviers. L'État ne contrôle plus les capitaux, le mouvement de capitaux dans le monde. L'État ne contrôle plus... Quand vous avez la crypto-monnaie qui va bientôt rentrer en compte, l'État ne va même plus contrôler l'émission de la monnaie. Ça va être très grave. Donc l'État ne contrôle plus les capitaux. L'État ne contrôle pas la technologie. L'État ne contrôle pas la vente. L'État ne contrôle pas le supply chain. Tout ça, c'est entre les acteurs des grands consortiums internationaux, des professionnels. Donc, à partir du moment où l'État ne contrôle pas, nous commettons l'erreur de toujours penser que c'est l'État qui va. Bon, nous sommes au Cameroun quand même. Vous voyez-vous, moi je repose encore la question, vous voyez-vous l'État du Cameroun envoyer la gendarmerie aller encercler une usine pour l'empêcher de démarrer? La brimade que les enfants de l'Ouest subissent à Douala, à Yaoundé, à Mbam, Sangmelima et Boloba, ça c'est parce qu'ils n'ont rien fait chez eux. Et ils ont donné le sentiment qu'ils ne peuvent rien faire chez eux. Que chez eux c'est seulement un cimetière où ils vont enterrer leurs parents. Et que s'ils sont chassés de Douala à Yaoundé, vraiment ils vont se jeter à l'eau parce qu'ils ne pourront pas vivre. Et donc, ils subissent un certain nombre de brimades. Mais le jour où ils démontreront leur aptitude, leur capacité à pouvoir réaliser les investissements dans leur zone d'origine, tu verras que la perception que les gens ont d'eux va changer. Deuxièmement, si le gouvernement camerounais voulait bloquer les investissements productifs, ça se ferait et ça lui mettrait la communauté. Aujourd'hui, à l'heure de la circulation rapide de l'information via les réseaux sociaux, via les médias, les chaînes d'information continues, etc., une décision pareille leur mettrait à dos les investisseurs étrangers. Je le dis encore, hein, je conseille un dirigeant d'un pays étranger et il me disait, oui, voilà, on n'arrive pas à faire ceci chez nous. Je dis, mais écoutez, allez regarder dans les médias internationaux ce qu'on appelle les agences, comme les agences France Presse. Regardez ce qu'on dit de votre pays. Il dit, oui, mais c'est l'ancien régime. Je dis, mais c'est l'ancien régime, mais les hommes d'affaires ne connaissent pas ça. Vous êtes blacklisté parce que quand vous interdisez une entreprise, quand vous voulez casser un projet d'un entrepreneur, ça donne une idée. C'est-à-dire que même les diplomates locaux, là, ils écrivent. Vous dites à les hommes d'affaires, écoutez, ici, là, vous pouvez monter une usine, on éteint ça un matin. Et puis, qu'est-ce qui est facilement donné dans la vie? Il faut se battre pour tout. Moi, quand je suis arrivé aux États-Unis, je disais, oh tiens, je vais entrer dans cette université-là pour faire ceci. On me dit, oh là là, arrête de rêver. Arrête ton bavardage là. Arrête, espèce de rêveur. Vraiment, tu nous fatigues. Les gens se même les oreilles se levaient. Je l'ai fait. Je dis, ça n'a pas été facile. C'est la peur. Je dis, il faut franchir la peur, il faut être déterminé, il faut avoir le courage, la grinta. Je dis, rien n'est donné dans la vie. Mais je ne vois mal le pouvoir en place venir délibérément à l'heure où on va faire la décentralisation. Ça veut dire que, je vous explique encore, si vous voulez faire l'industrie, j'avais dit la dernière fois, j'avais donné ce qui permet de faire l'industrialisation. Il faut que vous ayez les capitaux, il faut que vous ayez l'énergie, il faut que vous ayez une zone industrielle, il faut que vous ayez un système de transport, de logistique, il faut que vous ayez les équipements, il faudrait que vous ayez les moyens de financer ça, il faudrait que vous ayez les travailleurs, il faudrait que vous ayez les débouchés, etc., etc., etc. L'État n'est là que pour donner les autorisations. Bon. Par exemple, il y a un débat qui dit au Cameroun, oui, mais l'État n'a pas permis que les enfants bamileke fassent l'industrie. Bah, ils se sont fondés sur un fait. Il y a un déficit en production énergétique. Bon. Demain, quand vous aurez la région de l'Ouest, le conseil général, qui c'est qui va décider à l'Ouest
pour la construction des micro-barrages? C'est le Conseil général. Qui c'est qui va engager les capitaux pour le truc? C'est le Conseil général. Il veut dire, et même les financements aujourd'hui, ce qu'on appelle Banque mondiale, là, il y a des solutions pour pouvoir financer les infrastructures aujourd'hui qui se passent par les financements comme les bons, les obligations, qui passent par ce qu'on appelle les financements structurés, qui passent. Il y a beaucoup de choses. Je veux dire que les gens restent en fait, quand tu poses ta question là, Eric Tapia, je mesure combien les gens sont encore mentalement bloqués dans l'architecture coloniale qui a été mise en place, où on a fait croire aux gens qu'il faut tout attendre de l'État. Et c'est pour ça que vous voyez comment les Limbilobé, les Tatas comme les Mali, Mangabel, se jettent là-dedans. Elles disent même des choses aujourd'hui que si quelqu'un qui l'avait entendu 20 ans parler, entend, il va dire, mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle arrive à ce niveau? C'est parce que les gens continuent à croire que tout c'est l'État. Eh bien, je vous dis non. Et notre cheval de bataille va consister à démontrer que l'assertion qu'on a mis dans la tête des Camerounais, comme quoi c'est l'État, ce n'est pas l'État. Donnons-nous d'abord les moyens de rassembler les capitaux. Et de rassembler les capitaux et de créer les leviers, les tunnels, les pipes, comme on dit en anglais, les tuyaux dans lesquels les capitaux passent pour aller irriguer l'industrie. Mettons ces institutions privées en place, les fonds d'investissement, etc., etc. Mettons ça déjà en place. Les sociétés de crédit bail, les sociétés de leasing, etc. Mettons ça déjà, ces institutions privées en place. Ensuite, transformons notre éducation. Ce n'est pas l'État. Nous avons fait une école d'ingénieurs à Bouddha, à Banga. Est-ce que ce n'est pas Femme Nongwa qui a donné l'autorisation? Ça même demander 5 francs. Il va refuser comment? Tu vas refuser qu'on éduque les gens? Or, ce sont ces écoles-là qui vont préparer dans les ateliers, parce qu'il n'y a pas le bavardage là-bas. Dans les ateliers, on va commencer à... Les enfants vont venir à 6 h, on leur montre comment arriver à l'usine à 6 h, travailler jusqu'à 18 h, usiner les pièces, usiner, changer une pièce, regarder une pièce comme ça, fabriquer le modèle de la pièce, en aluminium, en zinc, en ceci, travailler le métal, dessiner la pièce sur l'ordinateur, les PAO, DAO, etc., etc. Le concret. Commençons d'abord par faire ça. Changeons notre modèle éducatif. Je n'aime pas trop le discours, oh, l'État. C'est un discours qu'on a mis dans la tête pour bloquer les gens mentalement. Et on ne peut rien faire, c'est une fatalité, vraiment, il faut se m'endormir. Non. Ensuite, il y a, je l'ai dit encore, je le redis, il y a les collectivités locales. Quel est le maire à l'ouest il suffit de... Il y a là où il y a les capitaux, il y a plusieurs choses, j'expliquerai. Hein? J'expliquerai. Une banque comme Afriland Bank peut demain créer un fonds d'investissement sur long terme, sur des obligations à 20 ans. Et dit, voilà, au lieu que tous les maires de l'Ouest attendent le FECOM, on crée un fonds et les enfants de l'Ouest viennent acheter des bons de caisse à Afriland Bank, peut-être à 5%, ou à 3%, et l'argent de ces bons de caisse qu'ils ont achetés, Afriland Bank les destine exclusivement au financement, les met dans un fonds qui va gérer le financement des zones industrielles à l'Ouest. Sur 5 ans, avec un retour sur investissement sur 5 ans, entre 5 et 10 ans. Il y a des formules. Il suffit que les gens s'asseyent et commencent à travailler. Il suffit que le président d'Afriland Bank, Kamonier, s'assoie. Il suffit que les maires des communes de l'Ouest s'asseyent, le président du conseil général et les enfants. Maintenant, quand on vient ici en diaspora, il cause avec les enfants. Chacun dit, bon, je vais travailler l'argent de 2 jours de travail. Si c'est $1000 par jour, je prends l'argent de 2 jours de travail, je jette là à Afriland Bank. Ça ne va pas me tuer, puisque je travaille 50 semaines dans l'année. Je prends l'argent d'une demi-semaine de travail, je jette là à Afriland Bank. Et je dis que bon, ok, prenez ça maintenant, financez l'industrie là. Les enfants se mobilisent dans le monde. On dit maintenant, voilà, quelles sont les premières communes où, voilà, Bafoussam est bien placé, Bouddha est bien placé, c'est sur la route pour le nord-ouest, Bafan, etc., Bouangate est bien placé en allant vers Yaoundé. On dit, on va faire 3 zones industrielles, ça fait combien? 1 milliard. On construit 50, 100 hectares. On dit, voilà, c'est à l'eau de 1 hectare. Les industriels viennent s'installer là. Ils commencent à mettre les usines. Ils plantent les piquets, ils montent les trucs. Le terrain aménagé, tout. On fait des micro-barrages. Et quand vous avez fait ça, la Banque mondiale vous bacote derrière.
J'ai dit, on va expliquer tout ça. Il y a des choses que je ne veux pas dire là, mais il y a des choses que si les gens, je le dis encore, vous êtes un conseil municipal, vous décidez de faire un symposium, on vient, non seulement on vient, on vous amène encore des gens qui ont fait les mêmes choses ici aux États-Unis, on les connaît. On passe un coup de fil, on arrange avec eux, on dit c'est telle date, telle heure, il bloque ça dans son calendrier. Ce jour-là, il vient aussi. Il parle en anglais, nous on traduit en français, vous comprenez ce qu'il veut dire. Vous posez vos questions, il répond. Ça vous permet de comprendre comment ça marche. Il vous montre des vidéos, comment ça s'est fait ici aux États-Unis. Il est temps qu'on commence à sortir. C'est pour ça que je dis qu'il y aura une très grande importance de la gouvernance locale. Il n'y a pas les moyens d'empêcher un maire qui veut faire une zone industrielle de le faire. Simplement, ils ne savent pas le faire. Il faut qu'ils demandent comment on le fait. On va leur dire comment on fait ça. Donc, arrêtez toujours de dire, ouais, vraiment, non, c'est qu'on a bloqué les Camerounais. Si ce n'est pas le décret, combien de décrets on a déjà pris au Cameroun en disant on va faire ci, on va faire ci, c'est pas sorti de terre. Mais en même temps, il y a des privés à côté qui font ça. Regardez à Douala, l'État n'est pas capable de renouveler les marchés. Regardez comment un gars, là, Camden est venu mettre un shopping mall. Mais vous continuez toujours à dire, oh non, on ne peut pas faire parce qu'on va bloquer. Qui va bloquer? Pourquoi il va bloquer? Est-ce qu'on a bloqué l'usine de Néosi? Hein? Tant que Néosi a fait ça à l'ouest, personne ne l'a bloqué. C'est quand il a voulu aller ailleurs qu'on l'a bloqué. Qui va vous bloquer chez vous? Hein? Et d'ailleurs même, on vous dit que c'est quand vous allez commencer à faire des choses chez vous qu'on ne va plus vous bloquer. Il faut que ça rentre bien dans vos têtes. Donc il est temps que vous commencez à faire des choses chez vous si vous ne voulez plus qu'on vous bloque. Tu dis que non, on va vous bloquer, on va vous bloquer, on va vous bloquer. Paul Fabricant dit, mon frère, commençons dès maintenant, je suis prêt, d'accord, j'ai compris. Roy Fomukon, je regrette qu'un live de telle importance soit lancé à cette heure où il est tard dans l'autre partie du monde. C'est la passion de cette thématique qui m'a obligé de t'attendre. Bon, revoir au prochain live. Non, Roy Fomukon, je vais faire 2 lives là. Je vais faire ceci et je vais faire celui sur le MRC et le reste, je vais engager ça demain matin. Donc, comme vous le saviez, les 2 semaines qui précèdent ont été un peu difficiles pour moi. Émotionnellement, il fallait que je m'en remette avant de pouvoir faire des présentations. Sinon, c'était un peu très dur. Donc, on va le faire, je n'inquiète pas. Merci pour tes encouragements, Sonwa Léon. Reformons qu'on dit l'impact du politique sur les activités des investisseurs déteint assurément sur le risque pays. Élément fondamental de prise de décision pour d'éventuels nouveaux investisseurs. Oui, je suis d'accord, mais je pense que c'est dans la tête. Les populations camerounaises, surtout ceux de la région de l'Ouest, ont en main tous les leviers pour faire l'industrie. Simplement, ils ne savent pas eux-mêmes qu'ils ont tous les leviers en main. Deuxièmement, ils ne savent pas quels sont ces leviers. Troisièmement, ils ne savent pas comment mettre ensemble ces leviers pour pouvoir industrialiser la région de l'Ouest. C'est ça qui est le problème. Moi, je suis du métier, donc je vois ça. Je vois. Quand j'étais au Cameroun aussi, je pensais comme toi. Mais quand je suis sorti, je suis arrivé ici, j'ai vu les choses, c'est différent. J'ai commencé à comprendre ce qui nous manque, ce qui nous fait défaut, ce qui nous freine. J'ai commencé à voir ça. Je le disais la dernière une fois. Vous voulez faire une industrie. Vous voulez construire une usine. Disons que le terrain coûte 50 millions. Disons même pas 50 millions, c'est beaucoup. Le terrain coûte, disons, vous voulez faire l'usine sur 2 hectares. Par exemple, à Banganté, 1 hectare coûte 2,5 millions avec tous les papiers. Donc, vous voulez faire sur 4 hectares, ça va faire 10 millions de francs par an le terrain. Sur le terrain, les bâtiments que vous allez construire là, ça fait 100 millions, donc ça fait 110 millions. Les machines que vous allez mettre dedans, ça fait 200 millions. Donc, ça fait 310 millions de francs. Et le fonds de roulement, c'est 190 millions. Donc, ça fait 500 millions, un demi-milliard. Bon. Vous avez le projet en main. Vous savez le projet en main. Et le projet en main, c'est que vous dites, vraiment, on vous dit, vraiment, si tu étais dans le parti, vraiment, l'État, dans le cas du fonds Agropole, on allait te donner 500 millions à Yaoundé ou 200 millions, on allait t'exonérer de ces espèces. On te raconte des chimères. Sauf que la réalité montre que si tu, dans ton village, les élites de ton coin qui font la tontine avaient compris qu'il faut créer un fonds d'investissement qu'on appelle en anglais private equity, et que dans ce fonds d'investissement, ils pouvaient mettre 1 milliard, parce qu'ils en ont les moyens à l'Ouest, et que ces 1 milliard, ils vont l'investir dans différentes PME.
entre 0 et 10% maximum par projet. Donc, ils auraient vu ça, ils auraient compris que voilà, tu seras allé les voir en leur disant toc, 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 voilà le projet, tu leur expliques. C'est un projet de 500 millions de francs d'investissement et c'est un projet qui va générer au moins, parce que comme on dit, par exemple, si c'est dans l'agroalimentaire, on dit un coefficient, ça veut dire que si j'investis 500 millions, ça me génère minimum 250 à 300 millions de chiffre d'affaires par an. Donc, ça veut dire que chaque année, 300 millions, si les machines sont en bon état, pendant 20 ans, nous allons faire 6 à 8 milliards de francs. Donc, si nous investissons 500 millions en 20 ans, ça va développer le coin. Donc, tu vas leur présenter ça, ils regardent, ils disent, c'est bien, qu'est-ce que tu veux faire, par exemple? Le gars, il dit, voilà, moi, je vais faire... je dis n'importe quoi, je vais faire du miel. Je vais acheter le miel chez les paysans, je vais transformer pour faire la gelée, je vais faire du miel en bouteille, je vais faire de la scie, je vais faire ceci, etc. pour vendre aux industriels. Ou bien je vais faire la torréfaction de café et je vais faire le café en moulu, je vais faire le café soluble, je vais faire, etc., etc. Montant d'investissement 500 millions. Voilà les débouchés, les supermarchés basés à Douala, pourquoi on n'importe plus, etc., etc. Et je vais importer les machines à café que je vais revendre, par exemple, chez les gens, les Magida, pour qu'ils puissent, voilà, etc., etc., etc. Il fait son business plan, il dit, voilà, il adresse le problème. C'est pas compliqué. Si le monsieur est aux États-Unis, le business plan en question, on va lui dire, bon, voilà, mon cher frère, tu découpes le projet, le financement du projet, ce qu'on appelle financement structuré. Tu découpes le financement du projet en 5 parties de 100 millions. Première partie, les machines. 200 millions, les machines, tu demandes qu'on t'achète les machines, une partie en crédit bail, 100 millions. C'est-à-dire que tu veux lever 500 millions, le crédit bail te donne 100 millions pour acheter une partie des choses. Le fonds d'investissement des élites de chez toi te donne 100 millions. Sena Invest d'Afriland Bank te donne 100 millions en equity. Les fournisseurs te donnent 50 millions en crédit fournisseur. Le capital social que tu vas mettre avec d'autres amis te donne 50 millions. Quand on met, ça fait 100 millions. Ça fait 400 millions de francs. Et 100 millions de francs, tu as le choix de le lever par un prêt bancaire. Ou tu as le choix de le lever par une banque qui t'accompagne avec divers concours découverts, lettres de commerce, effets de commerce, etc. Donc ton financement est bouclé. Tu n'as pas besoin d'aller baisser ton front à Yaoundé pour que, voilà, non. Mais tant que vous n'avez pas les sociétés de crédit bail, tant que vous n'avez pas les fonds d'investissement, tant que vous n'avez pas les banques camerounaises, vos banques, par exemple, vous ne dites pas à la diaspora d'Afriland, bon, monsieur Paul Fogan Camerounais, viens t'asseoir ici, avec ta banque là, nous voulons que tu crées un fonds d'investissement pour le développement de la région de l'Ouest, qui va intervenir uniquement en equity ou en garantie, etc. pour les investissements dans la région de l'Ouest. Nous allons mettre dedans 2, 3, 5 milliards de francs. Tant que vous n'avez pas un fonds de garantie, moi je me rappelle à l'époque quand j'étais au Cameroun, j'avais fait le business plan d'un projet qui s'appelait le FOGINA, Fonds de garantie des investissements en Afrique centrale. Et c'est le feu Tuta Moussa Mbakam qui devait être le PCA de ça. On avait beaucoup travaillé avec ce papa-là et malheureusement il est décédé, paix à son âme. Donc on n'a pas pu réaliser le projet. Tant que vous n'avez pas de levier comme ça, tant que vous n'avez pas une société de leasing, un fonds d'investissement, un fonds de garantie, un fonds d'affacturage, qui sont des choses que nous pouvons faire les opérateurs privés. Les Bamileke ont ARIA Assurance, ils ont la SA Assurance, ils ont Samiris Assurance, ils ont X compagnie Assurance, qui ne parviennent pas à mettre en place une partie de leur liquidité pour faire un peu d'affacturage, etc., etc., etc. Tant que vous avez ça, ben, rapidement vous êtes parti. Les projets sortent de terre, poussent comme des champignons. C'est pour ça que je dis que dans les lives que nous ferons, il y a des choses que je veux que nous expliquions aux élites de l'Ouest. C'est pas tout ne va pas être dit dans les lives Facebook. Je ne peux pas tout dire dans les lives Facebook. Vous êtes des élites, vous vous réunissez, vous nous appelez, je veux bien vous expliquer. Au besoin, je vous amène des étrangers qui vous expliquent. Quand vous aurez bien compris ça, ça va vous donner les clés pour commencer à investir à l'Ouest. Le jour où M. Camerounais vient ici, il dit que voilà, je vais créer un fonds d'investissement qui va lever 20 milliards. Les enfants de l'Ouest, chacun, on veut que 20 000 mètres chacun, ou bien 40 000 mètres chacun, 1 million.
40 000 mètres chacun, 500 000, pardon. Mais les gens vont se réveiller. Vous avez vu comment le président Kamto a levé 1 million d'euros. Les 1 million d'euros, là, il les aurait même levés en une semaine. Les gens vont se lever ici, là, et mettre l'argent rapidement. Ça fait 20 milliards. On dit, bon, ce fonds d'investissement va intervenir uniquement pour les projets industriels qui veulent sortir à l'ouest. Ça n'a pas le droit d'aller hors de l'ouest. On lui donne de l'argent, on dépose l'argent là. Il tourne ça 10 ans après, il casse ce fonds d'investissement, il répartit l'argent chez les gens. Je dis, nous devons commencer à faire l'économie autrement. Cette histoire, on est tout bon. C'est parce qu'on nous a élevés comme ça, là. On a été éduqués comme ça, là, par un système. Il y avait le système contrôle Cameroun Tribune, la CATV, etc., les propagandistes. On nous dit, voilà, il y a un messie, c'est Biya. On nous a mis ça dans la tête. Ça marche pas comme ça. La preuve, lui-même, Biya, il a conçu combien d'usines depuis qu'il est au pouvoir. Lui-même, dans son palais, il sait qu'il n'a pas les moyens de faire quelque chose. Que les mains sont coupées, mais il ne peut pas le dire. Hein? Et donc, on est là pour vous enseigner ça. Et dites-vous qu'on s'est pris les cheveux blancs pour aller apprendre ça ici. Même l'école française ne nous a pas appris ça. Et on va garder ça pourquoi? On partage avec vous pour que vous compreniez. Et quand vous allez comprendre et manipuler ces leviers-là, vous allez voir que les usines vont commencer à pousser dans la région de l'Ouest. C'est pas sorcier. Voilà. Nous avons la compétence, mettons-nous ensemble, oui. Eric Tapia revient. Je lis ce qu'il dit. Monsieur Yonta, les représentants de l'État refusent l'autorisation de lancer des projets sans le Tchoko. Présentement, je veux lancer un centre intégré de production de poissons sur 200 hectares. Et là, ce sont les terres moins chères ce sont les terres moins chères à l'ouest. Je suis en train de débroussailler 50 hectares pour les aliments de poissons. Moi, je parle de l'industrie. Hein. Je sais que tu parles là de la pisciculture. Ben, la pisciculture, on peut aussi la faire à Yabassi. Hein. Yabassi, c'est toujours le gratuit. Tu peux la faire dans le Mbam, tu peux la faire ailleurs. Voilà, donc je parle de l'industrie ici, là. Je ne suis pas sûr que la pisciculture crée autant de valeur ajoutée que l'industrie. Hein. Donc, moi, je te dis ici, là, ma préoccupation, c'est l'industrie. Parce que l'industrie crée la valeur ajoutée. Voilà. L'industrie crée la valeur ajoutée. C'est-à-dire que moi, j'interviens, à la rigueur, tu peux aller faire ta pisciculture à Yabassi et amener le poisson. Maintenant, moi, je te dirais comment on fait pour faire du poisson pané, comment on fait de faire bref, beaucoup de choses. Et comment tu peux exporter ça, des filets de poisson emballés, du poisson fumé, etc. Énormément de choses. Donc, c'est ça mon rôle. Voilà, je suis en train de te dire ça. Voilà, donc, j'ai déroulé à peu près le programme de ce que nous allons faire dans les jours à venir. On va travailler beaucoup. Hein, dans un moment, je ferai une autre présentation pour expliquer à peu près voilà, comment le président Kamto, pour que les gens puissent comprendre le sens des décisions qu'il a prises dernièrement, parce que c'est souvent très technique. L'homme de la rue ne peut pas comprendre. Il faudrait qu'on lui explique ça de manière très simple pour qu'il puisse comprendre en fait comment ça marche. Voilà. Donc, je vous remercie beaucoup. Je remercie ceux qui sont en bêta. Oui, comme on dit, bonne perspective. Pourquoi ne pas déjà lancer un think tank avec les fils de l'Ouest qui partagent la même passion afin de pouvoir maturer les projets qu'on pourrait alors proposer? Je suis ouvert, mais je ne peux pas faire ça tout seul. Mais je suis ouvert. Si quelqu'un me contacte pour qu'on puisse travailler ensemble, je ne dirai pas non. Hein? Si quelqu'un me contacte pour qu'on travaille dessus, je ne pourrais pas dire non. Donc, je n'ai pas moi de problème. Donc, je suis ouvert, je reste ouvert à toutes les propositions. Voilà. Donc, je reviens dans 15 minutes, là, à peu près, pour parler de la décision de Maurice Kamto, qui a nommé plusieurs personnes dans son directoire. Et comme je l'ai dit, ma présentation sera en rediffusion sur JMTV, plus YouTube, et également sur Jackie Moifo, jmtvplus.com, pour ceux qui veulent regarder ça sur le site internet. Voilà. On se quitte avec une musique de Jacques Dei. Et je vous remercie beaucoup pour ceux qui ont suivi. Et comme j'ai dit à Rofomukon, demain, à partir de demain, on va attaquer le gros. On va attaquer le gros et on va parler de beaucoup de choses pour que les gens puissent comprendre. Voilà. C'est pas sorcier. Merci beaucoup.